Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui à 48 heures du match contre le Milan AC pour parler du meilleur milieu de terrain du PSG de Luis Enrique, un joueur qui est top 5 voire top 3 des meilleurs parisiens cette saison en matière de régularité, constance des performances, polyvalence, puisqu'il a eu plusieurs rôles à appréhender et il l'a fait avec brio, mais aussi et surtout pour l'apport qu'il a sur l'équipe dans la dimension collective, dans tous les compartiments du jeu et toutes les phases d'un match. C'était accessoirement le meilleur parisien lors du dernier match de Ligue des Champions contre Newcastle. Vous l'avez compris, j'ai nommé Warren Zaïre-Emery. Alors, ce qui me fait allumer la caméra, c'est évidemment l'incertitude autour de sa présence mercredi soir au Parc des Princes, mais on va élargir et faire un bilan de son début de saison marqué par une progression linéaire, fulgurante, où il n'y a plus de superlatifs. Revenons d'abord sur cette incertitude puisqu'il est sorti lors du deuxième match pendant la trêve internationale avec les espoirs. Il sort donc à la mi-temps pour un coup à la cheville gauche et depuis il n'a pas repris l'entraînement collectif au PSG. Il était préservé ce week-end contre Strasbourg. Comme c'est un coup, évidemment, on ne s'inquiète pas. C'est pas une blessure d'une gravité extrême. Aujourd'hui, il n'était pas avec le reste du groupe selon Jamel, qu'on a présenté plein de fois sur la chaîne YouTube, qui est très fiable, réputation qui n'est plus à démontrer. Warren s'est lui-même affiché sur les réseaux aujourd'hui sur le terrain, avec les crampons, donc on en déduit qu'il a fait un entraînement individuel dehors et pas en salle. On verra ce que ça va donner demain concernant la séance collective. Est-ce qu'il en sera ou pas? Ça sera déjà un bel indice sur sa titularisation ou non contre Milan mercredi, qui est évidemment très importante. Et je pense que Luis Enrique espère de tout cœur qu'il sera apte parce que, on parle, comme je l'ai dit, pour moi en fait, il est vraiment top 3 des meilleurs Parisiens cette saison, rien qu'en matière de régularité. Voilà, quand un Ugarte a eu des moments de flottement à l'échelle d'une mi-temps contre Lyon ou d'un match contre Newcastle, contre Rennes dernièrement, Marquinhos qui aussi fait un début de saison très solide, mais tu as en tête l'erreur grossière et cruciale contre Newcastle. Dembélé, alors dans le jeu il te crée beaucoup d'occasions, il fait beaucoup de différences, mais c'est impossible de l'imaginer faire partie des meilleurs Parisiens. Donc finalement Hakimi, Warren, et j'ai l'impression que derrière il y a les autres. Si on doit faire un état des lieux collectif. Mais bien sûr, dans cette vidéo, on va parler de Warren exclusivement. Commençons par faire un récap de sa saison, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ces matchs. Il commence contre Lorient, un match assez scolaire. Défensivement, il est bon, il est là au duel. Il joue sur les qualités qu'on voyait l'année dernière, mais avec ballon, il fait pas de folie. Voilà, un match pas transcendant. Contre Toulouse, alors il met un but refusé. Sa première mi-temps, il la loupe, mais sa seconde est bien meilleure avec des passes où il prend un petit peu plus de risques. Contre Lens, là, c'est le premier vrai match assez complet. Et je pense d'ailleurs que c'est avec Marseille et Dortmund top 3 de ces matchs cette saison. Parce que déjà il est passeur pour Asensio, il tente des percées ballon au pied, c'est la première fois qu'on le voit faire ça. Au duel il résiste très bien, on rappelle que Lens quand même c'est un match qui se joue au mois d'août contre une équipe Ligue des Champions, on lance, puisque il la joue tout simplement, qui l'année dernière t'a massacré au milieu de terrain, et donc là Warren a complètement résisté. C'est vraiment un match qui m'a beaucoup plu. Contre Lyon, c'est un peu plus compliqué, puisque déjà c'est lui qui concède le penalty qu'on prend. Voilà, sur Tagliafico, je crois, la faute. Et ensuite, il fait un match assez lambda comparé à celui une semaine plus tôt contre Lens. Il fait pas de fulgurance ballon au pied. Dans l'impact, les prises de balles, il est un petit peu un cran en dessous. Contre Nice, donc après la première trêve internationale où il a joué avec les espoirs de Thierry Henry, il remplace Ugarte en sentinelle. Voilà, donc rôle différent de celui qu'il avait jusque-là, relayeur droit, relayeur gauche, dans cette espèce de 3-4-3, 4-3-3 de Luis Enrique au début de saison. Donc contre Nice, il est sentinelle, mais il fait pas un bon match. Voilà, il est un peu trop neutre avec ballon. Il s'aventure un petit peu trop haut parfois, même s'il gagne des duels, du fait de sa puissance physique, bien sûr, qui est probablement la qualité qui ressort le plus sur ces matchs. Contre Dortmund, partie très solide, surtout avec ballon. Là, il fait des percées qui sont très très importantes, qui déséquilibrent complètement le bloc allemand. Et surtout, au duel, il est imbougeable en fait. Il a Emre Can, vrai client en face, et il lui résiste
Voilà, il récupère des ballons, il est très bien positionné aussi, n'oublions pas l'activité mentale du joueur, l'intelligence situationnelle sur laquelle on reviendra, et donc contre Dortmund, il fait vraiment une très très grosse partie. Contre Marseille, il a un nouveau rôle puisque c'est dans un double pivot, alors on se dit, bon, lui qui a l'habitude d'être un petit peu scolaire, d'évoluer dans des zones très précises, très restreintes, là il va avoir une partie beaucoup plus large à couvrir sur le terrain, et au final, il le fait très bien. Et vraiment, c'est le match qui m'a le plus surpris, disons, chez lui, parce que le rôle, il l'appréhende de suite. Il l'appréhende de suite. Il se démarque évidemment avec ballon sur des capacités à allonger. Il fait quelques renversements du fait de positions un petit peu plus excentrées qu'en tant que relayeur avec ballon. Il se permet de l'envoyer de l'autre côté. Et ça, c'est vraiment très très bon, au pressing toujours très intense sur la durée du match. Et comme j'ai dit, voilà, le rôle, il l'appréhende tout de suite, à la différence d'un Vitinha qui peine contre Clermont, même si Vitinha était dans d'autres configurations, puisqu'il avait avec lui Fabien Ruiz et pas Manuel Ugarte. Bref, contre Clermont justement, Warren rentre à la fin du match sans faire de différence ballon au pied, voilà, et il prend un jaune parce que défensivement, petit excès d'engagement, ça on peut le noter, hein, s'il a à démarrer le match sur le banc, mercredi, voilà. Imaginez une rentrée, bon, il l'a déjà fait contre Clermont, c'était pas extraordinaire, c'est à garder dans un coin de notre tête pour le match de mercredi contre Milan. Newcastle, alors Newcastle c'est un match un peu paradoxal puisque c'est l'antithèse de tout ce qu'on vient de dire, déjà parce que c'est le meilleur parisien dans une équipe qui coule complètement, et ça c'est déjà une antithèse, une antithèse qui fait plaisir pour lui, mais qui est terrible pour l'équipe en fait. Voilà, quand tu as des Dembélé, des Mbappé, des Kolo Muani, des Lucas Hernandez, des Marquinhos sur le terrain, que Warren Zaïre-Emery soit le meilleur, 17 ans, le plus jeune aussi, ça peut t'inquiéter de l'autre côté, tu vois. Dans le dernier tiers, bien sûr, il fait une passe D incroyable pour Lucas Hernandez. Avec ballon, il est très très bon pour aller fixer, pour le porter, pour transpercer le bloc de Newcastle. Il décoche une frappe en première mi-temps aussi. Même si parfois... Et ça, c'est un point sur lequel je vais m'arrêter un petit peu. Contre Newcastle, il court un petit peu n'importe où, n'importe comment. En fait, il y a des excès d'engagement. Tu sens qu'il peine à canaliser ses courses. Et ça, j'élargis à toute l'équipe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, évidemment, tu as renouvelé ton effectif en profondeur. Tu as recruté des joueurs qui vont grandir avec toi, qui donc arrivent et découvrent un nouvel environnement, mais au-delà du nouveau club, en fait, c'est vraiment l'environnement, les ambitions. C'est-à-dire que les Kolo Muani, les Ugarte, les Gonzalo Ramos, et on y reviendra demain dans l'avant-match de Milan, c'est des joueurs aujourd'hui qui découvrent ce genre d'ambition où tu es jugé tous les 3 jours, voilà, où tu es surmédiatisé et où tu es obligé de gagner tout le temps. Benfica, Francfort, le championnat portugais, le Sporting pour Ugarte, c'est des environnements complètement différents. Donc là, ils découvrent tout ça. Et donc, ces mecs-là ont tendance à parfois courir un peu n'importe comment. Warren, ça a été le cas contre Newcastle. Gonzalo Ramos, je dirais que c'est sur les efforts défensifs parce que parfois, en fait, il décroche tellement que lorsqu'on se retrouve dans la surface, il n'est pas là. Il est trop loin et on ne le trouve pas en bonne position. Kolo Muani, c'est typiquement ce genre de joueur, en fait. Techniquement, je fais que de le répéter, faut qu'il bosse. Mais deuxième point sur lequel je pense qu'il doit travailler, c'est la dans la tête, le mental, psychologiquement. À savoir, on a un joueur qui se déplace beaucoup, qui fait qu'il est très disponible, mais en fait, il bouge tellement, il est tellement impatient que quand il a le ballon, il s'en mêle les pinceaux, l'exécution n'est pas bonne, peut-être parce qu'il y a un manque de confiance aussi derrière, mais voilà, canaliser les déplacements, ça c'est un vrai enjeu aussi pour cette équipe, pour qu'elle devienne beaucoup plus efficace. Tout simplement. Même si après, pour un Kolo Muani par exemple, quand tu es numéro 9, c'est toujours bien de se déplacer en permanence. Et contre Milan, mercredi, ça peut être intéressant d'avoir un joueur voilà, qui bouge beaucoup face à cette charnière, comme Moiskin par exemple l'a fait sur le match de dimanche soir que la Juve a gagné, même si bon, c'est un match sur lequel tu peux pas tirer beaucoup de conséquences pour le Milan AC, sachant qu'ils ont des absents et qu'ils se retrouvent très vite à 10 contre 11. Et que avant d'être à 10 contre 11, ils dominent le match. Voilà, même si au final ils le perdent. Bon bref, on y reviendra demain. Donc voilà, contre Newcastle, le seul petit bémol, c'est que parfois, voilà, Warren ne canalise pas assez ses courses. Ce qui fait que bon, il se retrouve rapidement essoufflé et mentalement, ça aussi, il y a un vrai travail à faire avec quelques joueurs de l'effectif. Et donc contre Rennes, nouvelle passe décisive pour lui, encore une fois par-dessus la défense, alors qu'il est arrêté.
Et ça nous fait penser au seul, l'unique, celui qui compte 416 matchs au PSG, qui aujourd'hui se morfond au Qatar, j'ai nommé Marco Verratti. C'est vrai que là, en fait, quand tu vois ces 2 passes décisives que Warren te fait contre Newcastle et Rennes, tu te dis, bah Marco Verratti, on a l'impression qu'il est toujours avec lui à l'entraînement, quoi. Voilà. Et que sur l'année qu'ils ont passée ensemble, bah Verratti a quand même eu de l'influence sur lui. C'est évident. C'est évident que ces passes décisives, enfin, c'est l'influence de Marco. Et j'irai même plus loin, en fait. C'est Warren qui a utilisé Marco en mieux. Dans le sens où Marco faisait ce genre de passes, mais elles n'étaient pas décisives. C'était des avant-dernières passes ou des passes beaucoup plus basses sur le terrain. La Warren, c'est des passes à la Marco Verratti, mais qui sont décisives, qui ont un impact statistique en fait. Donc vraiment, c'est tout bénef. Bref, j'ai des étoiles dans les yeux quand j'en parle. Et contre Rennes, encore une fois, très bon pour porter le ballon. Voilà. Bon bref, comme je l'ai dit, premier constat, c'est le milieu le plus constant de ce début de saison. Par rapport à Ugarte, je lui trouve beaucoup plus de régularité. Voilà. Comme je l'ai dit, Ugarte, deuxième mi-temps contre Lyon. Match contre Newcastle et contre Rennes, il est vraiment pas bon. Vitinha, je pense qu'il se différencie de Vitinha par sa polyvalence, c'est-à-dire que Vitinha est beaucoup plus scolaire que Warren en fait, a besoin d'un rôle fixe qui change pas d'un match à l'autre, alors que Warren, voilà, est très malléable et va s'approprier le rôle très rapidement, comme je l'ai dit sur son match contre Marseille avec le double pivot. Et pourtant, le fait que ce soit notre meilleur milieu, le plus constant, un élément capital de l'équipe, c'était pas gagné vu comment on a renouvelé l'effectif. Enfin, on parle d'un effectif où Warren n'a pas de repère tout simplement. Dans le vestiaire, c'est compliqué. Enfin, c'est pas compliqué dans le sens péjoratif du terme, mais ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas de joueurs d'expérience qui vont lui montrer quoi faire. J'ai beaucoup de respect pour Fabian Ruiz et Carlos Soler qui connaissent un peu le poste. Je suis pas sûr qu'ils donnent des conseils à Warren, tu vois. Ugarte, Vitinha, Lee, ce sont des jeunes joueurs qui ne sont pas des leaders. Par exemple, Verratti, à chaque fois qu'il parlait de son intégration, il insistait sur Ibra. Aujourd'hui, qui est le Ibra de Warren dans le vestiaire? Ah bah là, je vous pose une colle, hein, essayez d'aller me le trouver. Voilà, à la limite, un Lucas Hernandez, un Marquinhos. Mais le problème, c'est pas des milieux de terrain en fait. C'est pas des gens qui vont lui apprendre son poste. C'est des gens qui vont peut-être lui apprendre à gérer ses émotions, à gérer la surmédiatisation et tout ça, mais pas les aspects techniques du poste en fait. Donc c'est vraiment quelqu'un de livré à lui-même qui progresse d'une manière exponentielle. Et bien sûr, là-dedans, je pense qu'il faut nommer Luis Enrique, qui doit le faire travailler sur les bons axes à l'entraînement. Luis Enrique et son staff aussi. Son staff qu'on n'oublie pas, qui doit faire du travail individuel avec lui tactiquement, tellement le garçon est toujours bien positionné, avec une science du placement très développée. Enfin, pour 18 ans, c'est évident que voilà, au campus de Poissy, ça bosse avec de la vidéo et tout ça. Bon, je commencerai par la physionomie de ces matchs et un petit bémol. C'est-à-dire que, d'abord, ça c'est minime par rapport à ce que je vais dire après, il peine à rentrer dans ses matchs. C'est vrai que par moment, il a besoin de 20-30 minutes pour s'acclimater. C'est une différence avec un Barcola, par exemple, qui démarre à chaque fois sur les chapeaux de roue. Un Lucas Hernandez, tout de suite, début de match, 10 premières minutes, il y va à l'expérience, il va tamponner l'adversaire pour lui dire qu'il est là. Et à chaque fois, les débuts de match de Lucas Hernandez, ce sont ses meilleures séquences sur le match. Or, Warren a besoin de temps. Mais ce qui est beaucoup plus prononcé, là c'est une subtilité. Par contre, ce qui est vraiment prononcé, c'est fin de match. C'est fin de match où il est vraiment carbonisé par moment. Voilà, il peine vraiment à les finir. Contre Marseille, contre Dortmund, ça se voyait vraiment. Et ce constat, pareil, on peut l'élargir à l'équipe. Lucas Hernandez, même si lui, il y a le fait qu'il revienne des croisés. Dembélé, à partir de la 65e, il faut le sortir. Mbappé ce week-end et plus généralement Mbappé, on attend toujours 90 minutes pleines de sa part. Barcola qui lui disparaît dès la mi-temps, on le disait dans la vidéo d'hier. Ugarte aussi. Ugarte, il y a des matchs où en seconde il disparaît. Voilà, bon Lyon, ça fait 3 fois que je le dis dans la vidéo, je radote complètement. En fait, sauf Hakimi. Hakimi est l'exception qui confirme la règle parce que lui, première, dernière minute, c'est exceptionnel et ça rajoute de la superbe, évidemment, au début de saison d'Achraf. Mais dans tous les cas, Warren doit mieux finir ses matchs. Bien sûr, il y a une dimension physique puisqu'on parle d'un joueur de 17 ans qui n'est pas terminé.
Il va progresser là-dessus, mais ça peut aussi être un enjeu pour Luis Enrique, tu vois, le sortir à chaque fois pour éviter d'avoir ces espèces de trous sur les derniers instants d'un match à partir, je dirais là, c'est pas très tôt, hein, enfin c'est à partir de la 70e, disons, voilà, mais si on avait ce milieu créatif, hein, peut-être qu'avec Lee ça va être possible, le faire sortir et pour lui du coup travailler physiquement. Bon, bien sûr, sur les aspects tactiques, déjà il apporte beaucoup dans l'axe. J'insiste là-dessus parce que le PSG ne joue que très peu dans l'intérieur du jeu et globalement Warren en fait est celui qui est le plus dangereux dans ces zones-là en fait, par ses incursions, ses percées balles au pied, les ballons qu'il est capable, du coup, avec les passes décisives, de délivrer par-dessus la défense. C'est vraiment quelqu'un, en fait, qui va déséquilibrer un bloc à lui tout seul. Quand il est capable de prendre le ballon sur 30-40 mètres, c'est exceptionnel, en fait. Voilà. Et c'est une zone qui nous fait tellement défaut avec ballon que pour mercredi, j'ai vraiment peur de son absence. Parce que j'ai l'impression que c'est vraiment le seul milieu qui, dans l'axe, t'apporte réellement, en fait. Et du coup, t'apportes de la diversité. C'est un vrai danger à lui tout seul. Je ne sais pas si on se rend compte. Je mets vraiment ça en avant. Et c'est là-dessus où j'ai vraiment le plus peur pour le match contre mercredi. Sans lui, comment on joue dans l'axe. Ensuite, bien sûr, comme il porte le ballon un certain temps, les défenseurs sont attirés par lui, lui viennent dessus. Et quand il lâche son ballon pour faire la passe, le coéquipier qui la reçoit est en position de frappe. Ou du moins, a un angle de frappe du fait de la désorganisation du bloc adverse, provoqué par Warren. Donc ça, c'est très très bon. Sans ballon, intelligence situationnelle exceptionnelle pour combler les espaces laissés par les joueurs devant lui. Il a aussi un bon positionnement sur les phases arrêtées et il suit bien les pressings. Vraiment, c'est un bon contre-presseur et ça, on peut l'élargir à l'ensemble du milieu de terrain. C'est vrai que, constat que je me suis fait quand je faisais les brouillons, Ugarte, Vitinha et Warren sont 3 vrais contre-presseurs. Voilà. Et ça, je pense que Luis Enrique, il en a conscience et il en est très content. Par exemple, Vitinha, c'est limite vital pour lui de contre-presser. C'est-à-dire que s'il ne récupère pas le ballon très vite, en fait, si on ne récupère pas le ballon dans les 10-20 secondes où on l'a perdu, Vitinha, je vais être dur, mais te sert pratiquement à rien en fait. Quand l'adversaire a passé ton premier rideau, que Vitinha doit courir vers son but, courir vers le porteur de balle, il a quasiment aucun impact. Et je suis très dur avec lui pour illustrer ce que je dis. Ugarte, bon, je passe, hein, évidemment, c'est un excellent contre-presseur. Il va limite trouver des pénaltys en allant contre-presser, c'est absolument exceptionnel. Et donc Warren, limite sur les 3, c'est peut-être celui qui est le moins évident, mais bon quand même. Mais lui, il est plus voilà, dans l'activité sensorielle, avec son cerveau, bien se positionner, combler les bons espaces, être là au bon endroit, plutôt que Vitinha et Ugarte qui, eux, se jettent, sont vraiment dans l'engagement le plus total. Voilà, ce qui fait qu'ils ont le pied sur le ballon avant l'adversaire. Bon, bref. Ensuite, évidemment, il a des jambes de monstre. Il est très solide sur les appuis, il est très puissant. Et ça, c'est pas forcément évident parce qu'il fait 1m78, ce qui est petit. Enfin, pardon pour tous les gars qui font moins d'1m80, mais enfin, pour moi, oui, 1m78, surtout dans le foot d'aujourd'hui, c'est petit, tu vois. Et donc, avoir une masse musculaire telle dans les jambes, dans le haut du corps, et être en parallèle aussi puissant, c'est vraiment exceptionnel. Même si, attention, il y a un petit bémol là-dessus. Parfois, j'ai l'impression que tous les muscles qu'il a dans les jambes lui font défaut en matière de vitesse. Des fois, quand il doit courir vers son but, il a une espèce de lenteur par rapport... après, ça dépend aussi de l'adversaire. Hein. Face à un milieu de terrain qui va être très vif, qui va porter le ballon, un petit peu comme Warren Zaïre-Emery le fait quand on l'a, il va peiner par moment. Contre Dortmund, par exemple, parfois, il était un petit peu dépassé. Et peut-être un manque de vitesse sur lequel il doit travailler. Alors, je ne sais pas s'il doit travailler sur le manque de vitesse ou plutôt éviter de prendre encore plus de muscles. J'ai l'impression que là, en fait, à 17 ans, il est fini musculairement et qu'il arrête la muscu, quoi. Qu'il arrête la muscu parce que peut-être qu'à un moment donné, sur les matchs à très haute intensité, ça peut lui faire défaut en matière de vitesse. Maintenant, niveau puissance et tout ça, bien sûr qu'il est exceptionnel. Enfin, une fois qu'il est lancé, c'est un bœuf. Voilà, c'est comme Randal Kolo Muani. Les défenseurs ne savent pas comment l'arrêter, tellement il va vite, tellement le ballon est proche des pieds, la fréquence d'appui est grande. Et tu sais pas quand jaillir en fait sur lui, tout simplement. Voilà.
À la différence d'un Barcola, par exemple, qui va aller se frotter dans un premier temps à l'adversaire très tranquillement, voilà, sans accélérer, mais qui va du coup accélérer une fois qu'il aura été au contact de l'adversaire. Warren accélère avant le contact. Bref, bien sûr, Warren doit aussi progresser sur sa lucidité en fin d'action, même si c'est pas évident, hein, évidemment, quand tu as porté le ballon sur 30-40 mètres, de garder toute ta tête pour faire la bonne passe, le bon choix, voilà. Et enfin, je terminerai sur son attitude, qui est très sereine. Et ça, vraiment, il dégage une tranquillité absolument exceptionnelle. Il s'énerve très peu, voilà. Et quand il s'énerve, c'est toujours très très mesuré. C'est contre lui, ça dure pas longtemps. Voilà. À la différence, par exemple, d'un Hakimi qui parfois est quand même assez nerveux, d'un Lucas Hernandez, par exemple. Lucas, quand il est moins bon, il va aller se titiller avec son adversaire direct. Voilà, il va faire des fautes, il va lui parler, il va lui coller la tête là comme un homme. Alors que Warren, lui, est beaucoup plus tranquille. Et pour 17 ans, pareil, ça c'est une qualité qui est absolument exceptionnelle et qu'il faut qu'il garde. C'est le leader par la tranquillité, la zénitude, évidemment. Et puis pour le club, faut absolument le préserver. Voilà, 17 ans, tout juste, il faut faire attention avec son physique. Hein. Verratti, par exemple, nous a montré que quand tu démarres à 16 ans, que tu es titulaire en série B, à 30 ans, tu es vite carbonisé. Wijnaldum, c'est aussi un bon exemple. Il commence à 16 ans en Eredivisie et au final, il arrive au PSG complètement carbo à 30 ans. Neymar, pareil. Voilà, le fait qu'il commence jeune, c'est à prendre en compte. Dans l'usure physique et mentale aussi, hein, bien sûr. Même si aujourd'hui, on est sur une autre époque où les staffs techniques, bien sûr, ont beaucoup plus de données pour faire des choix sur les joueurs. Et pour l'instant, le staff de Luis Enrique fait les bons choix. Hein. On n'a pas de blessures importante. Voilà. Le seul bémol qu'on peut mettre, c'est la gestion d'Mbappé contre Marseille. Il sort trop tard et même ce week-end contre Strasbourg, quand il commence à prendre des coups et sortir de son match samedi soir, il aurait peut-être fallu le sortir et c'est pas fait. Mais sinon, voilà, pour l'instant, on n'a pas de blessure grave, à part la rechute de Nuno Mendes, mais bon, ça c'est un cas particulier, et celle de Marco Asensio qui est très bizarre. Mais c'est une blessure qu'il a eue en sélection. Mais elle est très bizarre parce que, là, on nous dit qu'il va bientôt reprendre l'entraînement collectif, mais il n'a toujours pas repris, alors qu'à la base, on nous disait qu'il avait juste pris un coup, en fait, et que ça allait être un mois. Au final, là, il va revenir, il aura bien passé les 2 mois d'absence, en fait. Donc, cette blessure, je pense qu'en matière de communication et tout ça, faudra revoir. Hein, y a pas d'informations confutées, mais j'ai l'impression que c'était plus grave que ce qu'on nous a dit. On nous aurait peut-être menti, parce qu'en plus, on nous disait que c'était un coup. Les gars, un coup, un coup, hématome et tout ça, tu t'en remets assez rapidement, quoi. Là, 2 mois, c'est assez bizarre. Voilà. Et puis, bien sûr, concernant les perspectives avec Warren Zaïre-Emery, c'est là, en fait, où t'as aucune limite, en fait. T'as l'impression que c'est quelqu'un qui peut encore progresser partout, qui n'a aucun plafond de verre dans aucun compartiment de jeu, et c'est ce qui nous rend le plus heureux avec lui. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas. Alors, dans mes brouillons, j'avais qui pour le remplacer, mais bien sûr, on parlera de ça demain. On commencera la vidéo avant-match avec ça. Allez, c'est parti. Prenez soin de vous. Et puis, on se retrouve demain pour l'avant-match, après-demain pour le débrief. C'est parti, semaine Ligue des Champions, comme on les aime. Ciao les amis. Prenez soin de vous. Ça fait au moins 3 fois que je le dis. Bref, c'est comme la deuxième mi-temps d'Ougarté contre Lyon, les gars. Je l'ai dit 3 fois dans la vidéo. Ciao.